Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon cours sur les bases du Deep Learning. Dans l'épisode précédent, je t'ai introduit le Deep Learning ou apprentissage profond, ainsi que son histoire depuis sa création. Pour récapituler, le Deep Learning est une sous-famille de l'intelligence artificielle. Il regroupe des méthodes qui apprennent à partir d'un tas de données et de réseaux de neurones artificiels. Mais qu'est-ce qu'un neurone artificiel? Qu'est-ce qu'un réseau de neurones artificiels? Et surtout, comment fonctionnent ces derniers? C'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Cette seconde vidéo va également t'introduire quelques exemples d'applications pour t'aider à mieux comprendre certains concepts. Pour cette vidéo, je m'inspire du contenu du livre Deep Learning: A Visual Approach de Andrew Glassner. C'est un très bon ouvrage et je te le recommande si tu souhaites aller plus loin. Le lien est disponible dans la description. Il est désormais temps d'entrer dans le vif du sujet. Remplis ta tasse de café, c'est parti. Les neurones artificiels sont des représentations mathématiques très simplifiées d'une neurone biologique. Pour la faire courte, les neurones biologiques sont des cellules nerveuses interconnectées qui sont à la base du fonctionnement du cerveau des animaux. Ces derniers s'envoient entre eux des signaux électrochimiques pour se transmettre des informations. Les neurones artificiels ont été imaginés de manière à imiter ce comportement via un modèle mathématique. Ce modèle de neurone artificiel est passé par plusieurs formes au cours de son existence. Dans cette vidéo, je vais te montrer sa forme la plus récente, qui est une évolution du perceptron de Frank Rosenblatt. Un neurone artificiel est en réalité une fonction au sens mathématique du terme. Ainsi, un neurone artificiel prend une ou plusieurs entrées et vient leur appliquer une pondération. C'est-à-dire que chaque valeur d'entrée est multipliée par une valeur numérique qu'on appelle un poids. De cette manière, chaque entrée obtient plus ou moins d'importance en fonction du poids qui lui est attribué. Les résultats de ces multiplications sont sommés avec une valeur de biais. Ce biais est une valeur numérique qui ne provient d'aucun neurone en particulier et chaque neurone possède son propre biais. Ce dernier permet au neurone de mieux s'adapter à la fonction qu'il doit modéliser. Pour terminer, le total de cette somme est passé en entrée d'une fonction non linéaire qu'on appelle fonction d'activation. Celle-ci extrait en général une valeur réelle entre -1 et 1. Si tu n'as pas d'idée de ce qu'est une fonction, je te renvoie vers ma première vidéo de notions mathématiques de base pour le Deep Learning. Petite remarque avant d'aller plus loin. Ne pense pas que le cerveau humain est régi par des neurones qui ne seraient que de simples fonctions mathématiques. Le neurone artificiel n'est qu'une pâle copie du neurone de l'animal et n'égale en rien son efficacité. C'est pourquoi certaines personnes n'utilisent pas le terme de neurone afin de désigner un neurone artificiel, mais plutôt le terme unité ou units. Revenons à la fonction d'activation qui est utilisée en sortie de chaque neurone. Plusieurs fonctions sont utilisées en tant que fonction d'activation, et l'une des plus connues est la fonction ReLU, ou Rectified Linear Unit. Cette dernière prend la forme suivante. Pour des entrées négatives, elle vaut 0, et pour des entrées positives, elle retourne la valeur de l'entrée. La fonction ReLU a longtemps été populaire pour sa simplicité, et pour le fait qu'elle est un moyen rapide d'inclure de la non-linéarité. Cependant, elle est aujourd'hui délaissée au profit de la fonction LikiReLU qui prend plutôt cette forme. À côté de cela, deux autres fonctions sont très populaires, la fonction sigmoïde et la fonction tangente hyperbolique qui se notent de cette manière. Il n'existe pas de théorie permettant de dire quelle fonction est la meilleure. Mais ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui, c'est de tester des fonctions qui ont déjà été utilisées sur les modèles dont ils se servent. Et si l'entraînement est trop lent, ils testent d'autres alternatives. Je vais à présent te montrer ce qu'il se passe au sein d'un neurone artificiel avec un exemple. Mes explications précédentes te paraîtront alors un peu plus claires. Soit un neurone avec 3 entrées et une sortie. Si on lui attribue les entrées suivantes, x1 est égal à 2, x2 est égal à 3 et x3 est égal à 1. Considérons que les poids du neurone ont été générés de manière aléatoire. Nous pouvons obtenir ainsi W1 est égal à 2, W2 est égal à 1 et W3 est égal à 2. De la même manière, le biais est également généré aléatoirement. B est égal à 2. La fonction d'activation utilisée sera ici la fonction ReLU. Commençons alors par la première étape, la somme pondérée des entrées avec le biais. x1 fois w1 plus x2 fois w2 plus x3 fois w3 plus b est égal à 2 fois 2 plus 3 fois 1 plus 1 fois 2 plus 2 est égal à 4 plus 3 plus 2 plus 2 est égal à 11. La valeur de la somme est ensuite envoyée en entrée de la fonction ReLU. ReLU de 11 est égal à 11. La valeur d'entrée étant positive, la fonction ReLU sort exactement la même valeur en sortie. Si la valeur d'entrée avait été négative, la fonction ReLU aurait extrait la valeur en sortie 0. Cette valeur est ensuite retournée au neurone suivant. Et justement, en parlant du neurone suivant, je vais maintenant t'expliquer comment on peut combiner les neurones afin de créer un réseau de neurones.
Comme dans le cerveau des animaux, les neurones artificiels peuvent être combinés entre eux afin de communiquer les uns avec les autres. Cette communication se fait via les valeurs d'entrée et de sortie. Un neurone peut recevoir en entrée la valeur de sortie d'un ou plusieurs autres neurones. Celui-ci applique ensuite la somme pondérée avec sa fonction d'activation et envoie son résultat au neurone suivant et ainsi de suite. Généralement, les neurones sont organisés en couches, ou layers en anglais. C'est-à-dire qu'un ensemble de neurones sont empilés les uns sur les autres, mais ne communiquent pas ensemble. Plusieurs couches de neurones sont alors placées les unes après les autres et les neurones d'une couche envoient leur information aux couches suivantes. Cette organisation permet de traiter les données de manière hiérarchique. C'est assez fou de se dire qu'un neurone artificiel tout seul ne permet pas de faire grand chose. Il permet à la limite d'imiter une fonction simple, mais sans plus. Cependant, en combinant plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers de neurones, nous sommes capables de générer des images, de reconnaître du texte dans une image, de faire conduire une voiture, de jouer à des jeux vidéo, etc. L'un des éléments clés au bon fonctionnement d'un réseau de neurones est son organisation. Au fil des années, de nombreuses manières d'organiser les neurones ont été testées et approuvées par des milliers de personnes. La structure la plus commune de toutes est appelée Feed-Forward Network et consiste à arranger les neurones de manière à ce que l'information n'aille que vers l'avant. Cette manière de faire s'est montrée flexible et efficace. Et justement, le terme d'apprentissage profond provient de cette manière d'organiser les neurones qui consiste à empiler les couches les unes après les autres afin de créer un réseau de plus en plus profond. Si on considère désormais un réseau de neurones composé de plusieurs couches telles que celui-ci, la couche en entrée peut être appelée input layer et celle de sortie output layer. Entre ces deux couches se trouvent les couches cachées ou hidden layer. Les neurones entre ces couches, input, output et hidden layer, peuvent être connectés. Il existe un type de couche particulier qui est appelé fully connected layer ou dense layer. Chaque neurone de cette couche reçoit en entrée les sorties de tous les neurones de la couche précédente. Ce type de couche particulier n'est pas un cas isolé. Il existe d'autres couches spécifiques que j'aurai l'occasion de te présenter dans de futures vidéos, comme par exemple les couches de convolution ou encore les couches de pooling. Un dernier point de détail que je souhaiterais aborder afin de passer au fonctionnement d'un réseau de neurones est la notion de tenseur. Tu entendras forcément parler de ce terme si tu fais du deep learning, surtout si tu utilises les librairies telles que PyTorch et TensorFlow. Dans le domaine du machine learning, un tenseur est simplement un gros bloc de nombres à plusieurs dimensions et une taille différente pour chaque dimension. Concrètement, si je me réfère à ma première vidéo des notions mathématiques de base pour le deep learning, un scalaire est un tenseur de dimension 1 avec une taille de 1. Un vecteur est également un tenseur de dimension 1 mais avec une taille de n. N étant le nombre d'éléments dans le vecteur. Une matrice est un tenseur de dimension m fois n, avec m le nombre de colonnes et n le nombre de lignes. Dans la suite du cours, j'utiliserai majoritairement le terme de tenseur afin de parler des objets mathématiques utilisés dans le cadre du fonctionnement des réseaux de neurones. Maintenant que tu sais comment un neurone seul fonctionne, ne serait-il pas temps de découvrir comment les neurones fonctionnent ensemble? Considérons un réseau de neurones avec trois couches fully connected. La couche d'entrée et la couche cachée sont composées de 3 neurones et la couche de sortie d'un unique neurone. Chaque neurone utilise la fonction relu en tant que fonction d'activation. Dans un premier temps, les valeurs des poids sont initialisées de manière aléatoire, tout comme les valeurs de biais. Voici dans un premier temps le réseau de neurones avec ses valeurs initialisées aléatoirement. En considérant désormais seulement une entrée valant x est égale à 2. Voyons la sortie issue du réseau de neurones. On passe l'entrée dans le premier neurone du haut pour obtenir 2 fois 3 plus 1 est égal à 7. On passe ce résultat dans la fonction relu et on obtient 7 puisque la valeur est positive. Je te laisse désormais quelques instants pour calculer les valeurs de sortie des neurones de la première couche. Mets la vidéo en pause et je te donne la solution tout de suite après. La valeur en sortie du second neurone est donc 2 fois 2 moins 1 est égal à 3, ce qui donne 3 au final. Et pour le troisième neurone, la valeur est égale à moins 1 fois 2 moins 2 est égal à moins 4, ce qui donne 0 après le passage dans la fonction relu. Voici les valeurs actuelles au sein du réseau. L'idée est ensuite de propager les valeurs petit à petit vers l'avant jusqu'à la sortie, de la même façon que ce qu'on vient de faire dans la première couche. Si tu souhaites t'amuser à faire l'exercice, je t'invite à mettre en pause la vidéo et à faire le calcul jusqu'à la sortie finale. Le résultat que tu es censé obtenir est 31. À présent, tu sais comment fonctionne un réseau de neurones en feed-forward, c'est-à-dire comment il traite les données en entrée. Mais la question que tu dois te poser désormais, c'est comment fait-il pour apprendre? Car actuellement, ce que fait le réseau, c'est sortir une valeur aléatoire avec l'entrée qu'on lui donne. Rien d'intelligent ne se passe au sein du réseau. Quelle que soit la tâche réalisée ou la valeur d'entrée qu'on lui envoie, il ne va faire que sortir des valeurs inutiles. C'est justement dans la prochaine vidéo que je vais t'introduire l'algorithme de rétropropagation de gradient qui va te permettre de faire apprendre à ce réseau. En attendant, si tu ne veux pas manquer la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.